Bonjour et bienvenue dans votre émission Éco-Débat. Cette semaine, nous essayons de voir qui sont les champions africains dans l'économie et bien évidemment, nous parlons des plus grandes entreprises du continent qui dominent leur secteur d'activité. Font-elles le poids face aux multinationales étrangères? Que faut-il pour faciliter l'émergence de champions africains dans le monde de l'entreprise, mais aussi quel rôle pour les États et le secteur privé? De toutes ces questions, nous allons parler avec nos deux invités. Il s'agit d'Abdelmounaïm Fawzi. Il est le président de la Chambre africaine de commerce et de services. Il est en duplex avec nous depuis Casablanca. Bonjour à vous, Abdelmounaïm Fawzi, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour. Et depuis Paris, Julien Wagner est également avec nous. Il est journaliste spécialisé en économie et finances à Jeune Afrique et il pilote l'édition du classement des 500 premières entreprises africaines publiées chaque année par Jeune Afrique. Bonjour à vous, Julien Wagner, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Omar et bonjour à tous. Alors, tout d'abord avec Fawzi, Abdelmounem Fawzi, une question. Vous, au niveau de la Chambre africaine de commerce, alors, quand on vous dit champion africain en termes de grande entreprise, vous pensez à quoi? En fait, aujourd'hui, si je prends le cas de la Chambre africaine de commerce et de services, qui est une jeune chambre plutôt orientée PME à fort potentiel, qui a envie de changer d'échelle grâce aux espaces économiques qui se développent. Nous concernant en fait un champion, c'est des définitions sur lesquelles il faut se mettre d'accord. Est-ce que c'est des tailles en termes d'effectifs, en termes de chiffre d'affaires, ou bien en termes d'entraînement économique et d'écosystème économique? Donc, si on se réfère, je dirais, à la logique de la taille et du chiffre d'affaires, naturellement, les champions, c'est ceux qui ont des milliards de dollars en chiffre d'affaires et souvent ils sont soit dans les matières premières, soit dans les énergies. Sur le continent, malheureusement, on n'a pas encore des grands champions qui sont issus des technologies ou des services. En tout cas, c'est des champions souvent issus donc, du secteur des hydrocarbures. Alors, Julien Wagner, vous à Jeune Afrique, vous faites ce classement depuis plusieurs décennies. Quel constat faites-vous justement à votre niveau quand on parle de champions africains? Le constat, il est assez proche de ce que vient de décrire M. Fawzi, c'est-à-dire que on a des champions qui sont des grands champions des secteurs traditionnels, c'est-à-dire en particulier des hydrocarbures. On a une forme d'inertie en tête de ce classement depuis 27 ans, puisque c'est la 27e édition, avec un champion des champions qui est toujours le même, la Sonatrach algérienne, et une entreprise publique qui domine le classement depuis l'origine et qui manifeste une certaine stabilité et donc une incapacité à produire des très grands champions à l'échelle internationale africains. Néanmoins, le constat, il est double. Il est aussi que depuis quelques années, depuis une bonne dizaine d'années, on voit émerger de nombreux champions un peu partout sur le continent qui font plusieurs milliards de dollars, plusieurs centaines de millions de dollars, voire plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires dans des secteurs très divers, qui vont de l'agro-industrie au ciment, en passant évidemment par les mines. Et que ce dynamisme-là qu'on observe et qui fait augmenter la taille du chiffre d'affaires cumulé de ce classement des 500 champions africains est source d'espoir pour l'avenir. Alors, à vous entendre parler, on sent nettement qu'il y a des secteurs dans lesquels se concentrent ces champions-là. Justement, on va essayer d'abord de voir ce sujet préparé par la rédaction, signé Mariam Louise, sur ces secteurs justement qui continuent de s'imposer et qui, comme vous venez de le dire, font sortir ces champions en termes de grandes entreprises africaines. Suivons ce sujet de Mariam Louise. Fort de sa transformation démographique et urbaine, le continent africain réinvente sa stratégie industrielle et économique. Une stratégie basée sur ses ressources énergétiques et son intelligence collective.
Minerais, hydrocarbures, agro-industrie ou encore énergie renouvelable, l'Afrique dispose d'un tiers des réserves de minerais dans le monde. Parmi ces stocks, on dénombre 60 types de minerais et d'hydrocarbures différents. L'une des raisons pour lesquelles l'Afrique attire beaucoup d'investisseurs, c'est bien ses ressources minières. Se pose alors la question des minerais rares, essentiels à la compréhension des enjeux stratégiques dans le monde. Les besoins en minerais rares pourraient doubler d'ici à 2030 par rapport à la transition numérique. Pour garantir la souveraineté énergétique comme réponse aux convoitises occidentales et même chinoises, plusieurs États mettent en place une législation spécifique en matière d'exploitation des minerais. L'objectif, assurer la chaîne de production sur place pour permettre les retombées économiques locales. Autre ressource importante, les hydrocarbures. En 2014, le Sénégal découvre un gisement de pétrole à 100 km au sud de Dakar. Néanmoins, l'OPEP souligne qu'il y a plus de réserves de pétrole que de volume de production. Autre fer de lance de l'économie africaine, le transport et la logistique. Lorry Systems au Kenya, acteur incontournable du transport de marchandises, favorise des circuits dématérialisés. Ces innovations aident à réduire de 30% les coûts logistiques. Un progrès à toute vitesse aussi dans le secteur ferroviaire. Avec de nouveaux projets de lignes à grande vitesse, le réseau ferroviaire africain est en pleine modernisation. L'Afrique est un espace en pleine expansion immobilière. Avec la forte urbanisation, en 2050, plus d'1 milliard d'Africains vivront en ville. L'essor des Smart Cities en est la preuve, des villes connectées et durables. C'est le cas de Diamniadio au Sénégal ou encore Kansas City au Kenya, qui visent à désengorger les villes et offrir un cadre de vie moderne. Avec un immense potentiel, l'Afrique dispose d'innombrables secteurs d'attractivité. Le défi actuel pour le continent consiste à développer ses infrastructures et instaurer un cadre réglementaire durable. Alors, on vient de le voir, ces secteurs, en tout cas, qui font sortir des champions, mais en même temps aussi ces secteurs qui ont ce potentiel pour l'avenir. Alors, Abdelmounaïm Fawzi, depuis Casablanca, qu'est-ce qui est fait? Parlez-nous du cas de la Chambre de commerce africaine. Qu'est-ce qui est fait justement pour pouvoir voir émerger ces grands champions africains dans plusieurs domaines, hein? Vous avez dit tout à l'heure qu'on sent que, en tout cas, quand on voit le classement de Jeune Afrique, si je cite Julien Wagner, que les choses n'évoluent pas, en tout cas en ce qui concerne le top, disons, la tête de peloton. Qu'est-ce qui est fait au niveau de la Chambre de commerce africaine, par exemple, pour booster ces champions africains et faire sortir des multinationales qui sont capables de combattre au niveau mondial, entre guillemets? En fait, le positionnement de la Chambre africaine n'est pas nécessairement sur les champions. Nous sommes une jeune chambre qui fête sa 5e année en 2026. Et nous avons fait le pari d'inciter, d'accompagner des PME à fort potentiel et qui ont cette ambition du changement d'échelle sur le continent. Ce changement d'échelle est induit du fait que des espaces économiques qui naissants et deuxièmement des accords de libre-échange, troisièmement de la mobilité des connexions à travers les différentes plateformes logistiques, portuaires, aéroportuaires et surtout comment le tissu des PME africaines pourrait s'arrimer aux grands champions qui sont déjà installés sur le continent, tel que ça a été décrit par mon collègue. Donc, notre positionnement n'est pas en phase avec la logique d'accompagner des champions, mais plutôt des futurs PME, des PME qui ont ce potentiel de changement d'échelle et qui ont besoin de cet espace sur le continent qui se développe, qui s'améliore en connexion, en climat d'affaires, en ressources humaines et qui peuvent être dans les bagages des grands champions pour asseoir sur le continent un environnement économique porté par des champions, certes, mais aussi qui se distille à travers des réseaux d'une infinité de grosses PME qui portent au quotidien, je dirais, l'économie du continent.
Alors, disons une focalisation plus marquée sur les PME ou les petites entreprises. Alors, Julien Wagner, vous qui observez cela par rapport aux grandes entreprises africaines, alors qu'est-ce qui a favorisé l'émergence de grandes entreprises africaines et de champions africains dans leur secteur d'activité? Alors, il y a des facteurs qui sont généralement les mêmes. Quand on parle en tout cas d'entreprises privées, d'abord l'esprit d'entreprise, un entrepreneur avec une vision, avec des compétences. On le voit à travers des grandes entreprises africaines comme Dangote Group, donc, qui est du nom de son fondateur au Nigeria, ou Action à Madagascar, malgré des conditions extrêmement difficiles dans un pays qui n'est pas celui qui est le mieux doté. Chacune, et pour reprendre un petit peu l'argumentaire de M. Fawzi, c'est que avant d'être un champion, toutes ces entreprises ont été des PME. Et ensuite, elles ont réussi dans leur environnement à se développer et à croître. Quelles sont les bonnes conditions pour se développer et pour croître? Elles sont, comme je l'ai dit, il faut évidemment un entrepreneur, mais il faut aussi des conditions. Il faut aussi des conditions qui sont réunies généralement par l'État, la stabilité politique, un environnement réglementaire, comme l'a rappelé M. Fawzi, sur lesquels où on peut avoir une certaine vision de long terme. Cela peut suffire à développer des très grandes entreprises, rien que ces deux conditions. Après, évidemment, il faut des compétences, du talent, du capital, mais rappelons-nous certains éléments. Aujourd'hui, parmi les plus grandes entreprises au monde, on compte Tesla, Google. Ces entreprises comme Tesla ou Google n'existaient pas il y a 30 ans. Elles n'existaient pas il y a 30 ans et elles sont parties de tout petit. Elles sont arrivées aujourd'hui parmi les plus grandes entreprises du monde. Or, Tesla a été fondée par un Sud-Africain aux États-Unis. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que sans doute, il n'avait pas les conditions réunies, l'environnement dans son milieu en Afrique du Sud pour pouvoir créer un champion tel que l'est Tesla aujourd'hui ou SpaceX parmi ses réussites. Et parmi les conditions qui lui ont permis de réussir, évidemment, il y a le marché, la taille du marché américain, mais il y a aussi les compétences en termes de ressources humaines qu'il a pu acquérir là-bas, mais aussi, et il ne faut pas l'oublier, une très forte subvention de la part de l'État américain qui, par exemple, a prêté plus de 500 millions de dollars en 2012 à Tesla. Et sans ce prêt et sans cette vision de l'État américain, Tesla serait sans doute morte aujourd'hui, n'aurait pas existé. Donc, les conditions dans lesquelles opèrent les PME aujourd'hui ou les entreprises africaines, l'environnement réglementaire et la vision de l'État sont déterminants, au-delà même des capacités des entrepreneurs, parce que des entrepreneurs en Afrique qui ont du talent, on en a des centaines de milliers, mais ces conditions-là, elles sont nécessaires pour qu'émergent de grands champions africains. Des conditions donc que vous avez bien citées. Alors, il y a des pays quand même qui ont réussi à faire émerger des champions. Vous avez tout à l'heure cité l'exemple de la première entreprise africaine, entre autres. Et dans le domaine, par exemple, financier et bancaire, on voit que le Maroc, lui, peut servir quand même d'exemple, n'est-ce pas, Fawzi Abdelmonaïm? Effectivement, en fait, si je prends le cas du Maroc sur les 25 dernières années, un champion, c'est une émergence d'un champion. On ne désigne pas un champion, on est bien d'accord. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'échanger sur comment créer les conditions d'émergence de champions. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait mon collègue, M. Julien Wagner, c'est qu'aujourd'hui, c'est une volonté de l'État. Donc, ça ne peut pas venir comme ça, et même dans les plus grandes économies libérales, c'est l'action de l'État structurante qui permet de créer ce couloir et ce vecteur porteur de l'émergence économique. Donc, si je prends le cas du Maroc en lecture sur les 25 dernières années, rappelez-vous, le Maroc, d'abord, c'est des stratégies sectorielles, c'est d'aller vers un ciblage stratégique des secteurs porteurs, la création d'écosystèmes territoriaux, des financements structurés, que ce soit public ou privé. Sur le plan public,
On a mis pour chaque secteur, pour chaque stratégie sectorielle, on a mis en place des fonds, des fonds d'impulsion, des fonds je dirais de développement, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans l'industrie, etc. Et puis surtout, on a adapté la formation du capital humain par rapport à cette vision. Avant de connecter la gouvernance de tout ça avec les résultats. Bon, après, c'est un peu le modèle. Et par rapport à ce modèle, nous avons organisé pour chaque secteur un certain nombre, on les a organisés en 3 étapes. D'abord, les choix des filières stratégiques et prioritaires. La création des fonds, c'est important, le fonds de développement industriel, le fonds de développement agricole, etc. Lancer des opérations pilotes. Rappelez-vous, sur la partie automobile, on a lancé un pilote avec Renault. Je citerai d'autres exemples sur d'autres secteurs. Et puis la deuxième étape, c'est le déploiement d'écosystèmes et de clusters avec un premier portefeuille d'investissement et des programmes de formation massifs. C'est important le capital humain parce que ça ne sert à rien de s'installer quelque part et vous ne trouvez pas les ressources humaines qui vont vous accompagner. La troisième étape, c'est la consolidation. Et la consolidation, l'internationalisation, d'abord au niveau régional, et puis par la suite, il y a les acteurs financiers mondiaux qui interviennent avec des levées de fonds, des IPO, etc. Et par la suite, on commence à répliquer. Donc sur 25-30 ans, sur chaque secteur, nous avons maintenu cette dynamique avec plus ou moins de succès. Je ne dis pas que ça a été une réussite à tous les coups, mais c'est ça ce qui a permis l'émergence d'acteurs qui ont été portés par de l'investissement privé ou public et qui ont eu cette capacité d'aller sur le continent et de créer de la valeur sur le continent et d'entraîner et de participer à l'économie du continent. Donc voilà le modèle et voilà les étapes que le Maroc, vraiment d'une manière très synthétique, hein, je ne suis pas rentré trop dans le détail, mais c'est un peu ce qu'il faut retenir par rapport je dirais, à l'exemple du Maroc en matière d'émergence économique qui a donné lieu à des métiers mondiaux du Maroc. Et sur les métiers mondiaux du Maroc, on a eu une action verticale très forte qui a permis d'atteindre un certain nombre de résultats aujourd'hui, je dirais, satisfaisants. Je dirais un des points importants aussi de ces stratégies, ça a été les zones d'activité, les zones franches. Sur Tanger, là où vous êtes, au niveau de Midi 1, vous avez une très très belle success story en termes d'aménagement de territoire lié à une émergence économique qui a permis de transformer toute une région en moins de 25 ans. Et l'enjeu, c'est que le travail n'est pas encore terminé, et c'est d'abord de continuer à pousser de telle sorte à ce que plusieurs acteurs, en plus de ceux qui sont dans la finance et dans les services, aujourd'hui par exemple, je reste toujours à Tanger avec TMSA, Tanger Med, avec l'ensemble de ses filiales, aujourd'hui opèrent d'une manière forte et silencieuse sur le continent, que ce soit Marsa Maroc, à Djibouti, à Monrovia, et dans d'autres pays. Et c'est de cette manière qu'on fait émerger des champions. On ne peut pas le dicter, on ne va pas nommer un champion, il faut 20 à 25 ans, voire même plus, pour faire émerger des acteurs économiques de référence dans divers secteurs d'activité. Bien entendu, je n'ai pas cité le cas de l'OCP, parce que l'OCP étant sur les matières premières, naturellement, il va être dans le top 5 et le top 10 des boîtes publiques africaines qui profitent de la matière première et je dirais, de la production, la transformation et la commercialisation des matières premières. L'enjeu pour nous au Maroc, parce que la question concerne le Maroc, c'est de faire des stratégies, par exemple Maroc numérique 2030, une occasion, une réplication de ce qui a été fait sur les autres secteurs pour faire émerger au Maroc et en Afrique des acteurs mondiaux du numérique pour ne pas rester dépendants à l'ère de l'intelligence artificielle et de la révolution du numérique, dépendant du reste du monde et nourrir encore la fracture qui peut nous séparer de ce reste du monde. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport aux questions. Je pense que ce sont des données intéressantes par rapport à ce modèle marocain qui a réussi à faire émerger des entreprises comme l'OCP, mais aussi dans le domaine bancaire, notamment
entre Attijari Haufa Bank, Bank of Africa ou bien Banque Atlantique, entre autres la BCP qui est donc maison mère de Banque Atlantique. Alors, on sait que quand les entreprises africaines veulent émerger, elles trouvent sur place de grandes multinationales qui sont déjà implantées depuis des décennies et des décennies, peut-être certaines même bien avant les indépendances. On va essayer de faire un petit tour du continent. On va aller d'abord à Abidjan pour voir quelle est là-bas la contribution de ces multinationales dans l'économie ivoirienne. Et c'est un sujet que je vous propose avec notre correspondante sur place, Zainab Dosso, qui est en correspondance avec nous depuis Abidjan. En Côte d'Ivoire, les multinationales occupent une place centrale dans l'économie nationale, présentes dans l'agro-industrie, l'énergie, les mines, les télécommunications, la banque ou encore la grande distribution. Elles sont aujourd'hui des acteurs clés du développement. D'abord, leur présence renforce fortement les investissements directs étrangers, les IDE. En 2024, la Côte d'Ivoire a attiré environ 3,5 à 4 milliards de dollars d'IDE, faisant du pays l'une des premières destinations en Afrique de l'Ouest. Les multinationales contribuent aussi à la création de richesses. Le secteur privé, dominé en partie par ces firmes étrangères, représente plus de 80% du PIB ivoirien. Elles participent largement aux exportations, notamment dans le cacao, l'énergie et les télécoms, qui génèrent plusieurs milliers de milliards de francs CFA chaque année. Dans le secteur de l'emploi, leur impact est significatif. Enfin, par leur investissement et leur expertise, elles soutiennent la croissance économique qui s'établit autour de 6 à 7% par an en moyenne ces dernières années. Mais cette présence pose aussi des défis, notamment dans la transformation locale des matières premières et le rapatriement des profits. Un enjeu majeur pour faire des multinationales de véritables partenaires du développement durable. Zainab Dosso pour Médian TV Abidjan, Côte d'Ivoire. Merci à vous, Zainab Dosso. Alors, Julien Wagner, aujourd'hui, quelle relation entre multinationales et champions africains dans le monde de l'entreprise en Afrique? Bien, c'est la relation qu'on veut bien lui donner. L'exemple marocain, par exemple, avec le groupe Renault, est un exemple de partenariat gagnant-gagnant qui serait souhaitable de voir se multiplier. En une vingtaine d'années, le groupe Renault Maroc est devenu un des plus grands champions africains. Il est 22e de notre classement cette année avec plus de 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires, une entreprise qui a créé des milliers d'emplois et qui a tiré derrière elle, comme le décrivait tout à l'heure M. Faouzi, tout un écosystème, tout un tissu industriel avec tout un tas d'acteurs qui sont développés autour, marocains, qui se sont développés autour de cette multinationale donc française, mais qui s'est intégrée localement, a permis l'essor de tout un secteur et qui, sans doute, va faire émerger à travers des chaînes de valeur de nouveaux champions marocains à l'avenir. C'est tout l'enjeu aujourd'hui, par exemple, qu'on retrouve dans le secteur minier un petit peu partout en Afrique. Comment est-ce que l'appétit des multinationales minières, voire même de toute la chaîne de valeur des batteries, vont, en investissant en Afrique, pouvoir créer des champions proprement africains. C'est tout l'enjeu des négociations actuelles et, en RDC, en Guinée, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, sur la part réservée à la production et à la transformation locale et comment, à partir des ressources qui sont sur le continent, on peut créer de la valeur locale et créer des champions qui seront les fers de lance de tout un tissu industriel, voire de toute une chaîne de valeur. C'est ce qu'essayent de faire aujourd'hui les RDC, la Zambie, autour du cuivre, mais c'est ce qu'on peut voir dans différents domaines un peu partout ailleurs. Le Gabon va essayer de le faire avec le manganèse, et on va voir comment aujourd'hui, par exemple, le cocoa bod au Ghana va réussir à développer une industrie locale de l'or sans laisser partir la plus grande part de la valeur à l'étranger.
Donc, c'est une relation, en tout cas, qui nécessite une coopération entre multinationales et entreprises locales. Justement, ça nous conduit à parler de transfert de technologie. Et pour cela, allons voir la situation au Sénégal, à Dakar, avec cette correspondante de Sirmi Boukaka. Les multinationales de portée mondiale jouent un rôle important dans les pays africains depuis des décennies. Leur influence dépasse largement leur pays d'origine et elles tissent un vaste réseau d'investissements et de partenariats à travers le monde. Au Sénégal comme ailleurs, ces entreprises africaines, européennes, asiatiques ou américaines investissent et créent des emplois. Des sociétés comme Dangote Cement, à Tidiari Wafa Bank ou Total Energy sont présentes au Sénégal, au Nigeria, au Congo-Brazzaville et dans d'autres pays africains. Certaines, comme Eiffage, investissent dans les infrastructures locales et contribuent directement au développement du pays. Ces multinationales sont aussi des employeurs importants. Les emplois qu'elles offrent proposent souvent des salaires plus élevés que la moyenne locale. Elles transmettent aussi technologie et compétences à la main-d'œuvre locale, améliorant productivité et compétitivité. Elles payent des impôts qui aident le pays à financer les services publics et favorisent la création de contrats de travail. Certaines vont encore plus loin. Maers, par exemple, a mis en place au Sénégal un programme de mentorat pour les femmes en logistique, les aidant à se former et à trouver un emploi. Bien sûr, ces capitaux étrangers stimulent la croissance, mais tout n'est pas parfait. Une partie des bénéfices est rapatriée vers le pays d'origine. Et certaines petites structures locales, commerces de détail, comme les restaurants, services de transport ou artisans, subissent parfois la concurrence. Enfin, selon le rapport sur l'investissement dans le monde publié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, environ 205 000 emplois ont été créés en Afrique en 2024 grâce aux investissements étrangers, mais la baisse d'environ 38% des investissements directs étrangers en 2025 pourrait freiner fortement la création de nouveaux emplois liés aux multinationales. Sirmi Boukaka pour Média TV, Dakar, Sénégal. Merci à vous, Sirmi Boukaka. Et bien évidemment, vous l'aurez suivi. L'un des points qui a été évoqué, c'est ce transfert de technologie. Alors, Fawzi, Abdelmounem Fawzi, aujourd'hui, de quoi est-ce que les grandes entreprises africaines ont besoin en termes de transfert de technologie pour pouvoir non seulement répondre à la demande en Afrique en gagnant des marchés, mais peut-être aussi s'exporter au-delà de leur pays? Aujourd'hui, en fait, je reviens par rapport à l'environnement. C'est important que l'État soit fort, l'État définit une stratégie et met les moyens et organise la gouvernance autour de cette stratégie. C'est une condition sine qua non pour que les champions, les futurs champions émergent, se développent et s'exportent. C'est très important. Les opérateurs économiques ou les champions économiques n'ont pas besoin que d'un environnement propice et d'un marché accessible avec des règles claires et prévisibles. C'est ça c'est ça la définition principale sur laquelle moi j'insiste, parce que il suffit pas de dire à une multinationale qui intervient sur un secteur donné d'exiger de cette multinationale un contenu local qui peut parfois se résumer à des routes, des pistes, etc. Parfois des programmes d'alphabétisation un peu, je dirais même un peu ridicules. Donc, il faut que l'État encadre le transfert technologique, encadre l'enrôlement des tissus des PME et des écosystèmes et s'assure de ces réalisations. Et c'est des choses aussi que les multinationales demandent, parce que lorsqu'on ne leur demande pas avec un cahier de charge très très précis, il faut le minimum. Et le minimum, souvent, c'est des aides, c'est de la survie, c'est pas de la prospérité. Donc, c'est important
que des stratégies, que des visions soient clairement identifiées, définies, appropriées par l'ensemble des acteurs, soit politiques ou économiques. Et à partir de là, le secteur privé il a une capacité à se générer, à se régénérer, à se développer, et n'a pas besoin d'autre chose que de ça. Donc, pour répondre à votre question, moi, je pense que d'abord, être fort sur son territoire, sur son marché, et pour être fort sur ce marché, c'est d'avoir accès aux ressources humaines, aux ressources financières, accès aux commandes, et être capable de se développer et de croître et développer un vrai savoir-faire qui soit propre ou bien transféré, et sur la base de ça, s'ouvrir à de nouveaux marchés à l'extérieur du pays, en profitant des zones de libre-échange, en profitant des différentes unions monétaires et économiques que nous avons sur le continent. Alors, Julien Wagner, en parlant justement de ces zones de libre-échange continental, hein, il y a le cas de la ZLECAf. Pensez-vous qu'aujourd'hui, dans le cas de la ZLECAf, est-ce une bonne nouvelle pour les grandes entreprises africaines ou pas? La ZLECAf était, quand elle a été lancée et annoncée, une bonne nouvelle. La question, c'est plutôt de savoir qui en a été fait depuis, et on a un peu l'impression qu'elle est à l'arrêt. Évidemment, les grandes entreprises africaines pourraient en bénéficier, et pas seulement, les plus petites également. Il y a une vraie question dans tout un tas de pays. La plupart des pays africains sont des petits marchés, hein. Tout le monde n'a pas le marché du Nigeria, de l'Égypte, de l'Afrique du Sud. Et dès lors, un grand marché commun africain pour tout un tas de pays et d'entreprises de pays de moyenne taille ou de petite taille aurait un effet démultiplicateur pour ces entreprises et leur permettre justement de rayonner ailleurs que dans leur petit marché. Néanmoins, comme je vous l'ai dit précédemment, la ZLECAf, c'est encore une idée plus qu'une réalité. Les échanges intra-africains sont à peu près stables. Ils sont restés autour de 15%. Depuis que la ZLECAf a été lancée. Donc, on ne peut pas dire que ce soit véritablement une réussite, et ça n'a pas encore entraîné l'accumulation de croissance qu'on aurait espéré. Peut-être que ça viendra, mais évidemment, la question du marché, comme je le disais précédemment, est essentielle. Un acteur comme Dangote n'aurait pas réussi dans l'ampleur avec laquelle il a réussi s'il n'avait pas accès à un marché de 200 millions d'habitants comme l'est le Nigeria. S'il n'aurait pas pu faire naître son groupe au Libéria ou en Sierra Leone ou en Tunisie. Ce ne sont pas des marchés qui, en eux-mêmes, sont suffisants pour faire naître des très grands champions. Néanmoins, il y a des contre-exemples à ce que je dis. Et là, c'est là où je suis en ligne avec M. Fawzi très, très logiquement. Un pays comme Maurice a réussi à générer des dizaines de champions. Ce pays qui fait 1 million d'habitants, qui a une toute petite superficie, a, dans notre classement de cette année, plus de 25 entreprises représentées. 25 entreprises représentées pour un pays d'1,2 million d'habitants. C'est plus que le nombre d'entreprises représentées pour des pays comme le Cameroun, la RDC, qui sont des pays bien plus gros, bien plus importants, normalement avec des marchés bien plus importants. Donc, les conditions, la stratégie, comme le soulignait M. Fawzi, sont essentielles et donc, il faut réunir l'ensemble des conditions généralement pour pouvoir réussir. Celle du marché, elle est très importante, surtout en ce qui concerne certains secteurs. À travers la ZLECAf, on espère que cette condition qui n'est pas encore réunie le sera bientôt pour faciliter les échanges et l'émergence de champions multi-pays. En tout cas,
c'est quelque chose qu'on va surveiller de près, surtout donc cette ZLECAf qui est porteuse d'espoir, en tout cas dans de nombreux secteurs, notamment en termes d'intégration économique en Afrique. Alors, tout à l'heure, Abdelmounem Fawzi, vous parliez un peu disons, du placement de votre chambre de commerce, mais si on élargit un peu vers le secteur privé. Aujourd'hui, quel rôle le secteur privé lui-même? Parce que au-delà des entreprises étatiques, la majorité des entreprises peut-être sont dans le privé. Comment le secteur privé africain peut lui-même faire en sorte que ces champions-là soient outillés et émergent de plus en plus? De toute façon, lorsqu'on parlait tout à l'heure des champions, on faisait référence essentiellement au secteur privé, parce que les grandes entreprises publiques positionnés sur de la rente minière ou bien énergétique ne rentrent pas dans la définition et dans le filtre qu'on a échangé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le secteur privé sur le continent s'est totalement métamorphosé sur les 30 dernières années. Et c'est une très très bonne nouvelle de constater qu'il y a quand même une dynamique entrepreneuriale spectaculaire sur le continent, portée par cette jeunesse parfois issue de la diaspora et qui innove au quotidien dans divers secteurs et qui crée et qui développe. Donc le secteur privé, c'est le fer de lance de l'émergence économique africaine. Les exemples cités tout à l'heure, c'est des exemples d'opérateurs privés, que ce soit l'exemple malgache ou bien l'exemple du Nigeria. C'est des acteurs privés qui portent cette émergence. Et toute la réflexion, lorsque je parlais tout à l'heure des stratégies, c'est-à-dire que c'est de faire émerger le secteur privé champion. Et non pas des entreprises publiques. Aujourd'hui, les entreprises publiques, ils ont leur positionnement et c'est au secteur privé et aux acteurs du secteur privé, quel que soit le strat dans lequel ils se positionnent, aussi bien start-up que PME, que grands groupes privés, comme les grands groupes marocains privés qui interviennent dans le secteur financier en Afrique, cités tout à l'heure dans le reportage. Donc, c'est le secteur privé. Donc, c'est important. Votre question est pertinente. C'est qu'aujourd'hui, l'émergence économique sur le continent, les champions et les futurs champions économiques du continent seront et devront être issus du secteur privé. Les grands champions et les futurs grands champions devraient être issus du secteur privé. Alors, je renvoie la même question à Julien Wagner. Aujourd'hui, quel rôle le secteur privé peut jouer pour se favoriser lui-même à créer des champions africains? Il est fondamental. Près de 4/5 des entreprises représentées dans le classement des 500 champions africains sont des entreprises privées. Donc, il est fondamental et chacune a ses propres défis. Je voudrais notamment citer 2 exemples qui, pour moi, sont intéressants. Le groupe Intelsia, le groupe marocain d'outsourcing qui a été créé par M. Bernoussi et qui, en quelques années, est devenu un champion, qui fait des centaines de millions de dollars. Aujourd'hui, traverse une véritable question notamment liée à l'émergence de l'intelligence artificielle. Comment ce groupe va réussir à se réinventer alors même que l'intelligence artificielle menace, d'une certaine façon, entre guillemets, une partie de son activité, mais aussi dont il pourrait se servir pour devenir encore plus gros. Donc, vous parliez de transfert technologique tout à l'heure, mais il n'y a pas que du transfert technologique, il y a comment aussi on s'approprie la technologie et comment on en fait une force pour le continent africain. Donc, ce sera intéressant de voir, par exemple, ces développements pour Intelsia. Et je voudrais revenir encore sur l'exemple de Dangote. Dangote est un groupe qui, alors là, pour le coup, est né il y a presque 45 ans maintenant, qui a grandi au fur et à mesure et qui aussi a bénéficié d'un certain nombre de protections de la part de l'État nigérian, notamment dans le ciment dans les années 2000 et qui lui a permis de devenir le géant aujourd'hui, mais qui aujourd'hui encore, à travers un nouveau projet qui est celui de la raffinerie qui vient de la raffinerie Dangote à Lagos, qui vient
d'être mise en production à la mi-2024, pourrait devenir, là pour le coup, et je regrettais une certaine inertie des très grandes dans le top, du top 500 au début de cette émission, ce groupe, à travers cette raffinerie, pourrait venir déloger les traditionnels premiers de ce top, et notamment du fait, alors là, pour le coup, comment est-ce que ce groupe est passé d'un groupe qui fait 2-3 milliards de dollars à un groupe qui pourrait faire 50 milliards? Ça, c'est aussi encore une vraie question. Et là, il est le fruit d'une prise de risque énorme de la part de son fondateur et aussi d'une vision qui lui ont donné le courage et la force pour investir lui-même. Parce que il a réussi en réinvestissant tout ce qu'il avait gagné, quasiment plus de la moitié de sa fortune personnelle qu'il avait amassée justement à travers parfois les bénéfices de certaines protections de l'État nigérian, mais il a double down, comme on dirait en anglais, et il a pris un risque énorme pour faire ce projet qui aujourd'hui est en train de bouleverser complètement l'ensemble des flux pétroliers en Afrique de l'Ouest et qui, je pense, on le voit maintenant, va faire émerger un des tout plus grands champions africains, capables même peut-être de déloger ceux dont on parlait auparavant, comme la Sonatrach ou la NNPC. En tout cas, c'est à suivre, hein, cette raffinerie de Dangote, hein, que l'on voit d'ailleurs à l'image. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Hein, Fawzi, Abdelmounem Fawzi, on a parlé du rôle du secteur privé, du rôle des États. Alors, si aujourd'hui les pays africains avaient à aller benchmarker par rapport à ce qui s'est fait ailleurs et qui a réussi ailleurs, quels seraient ces modèles de benchmark aujourd'hui? Moi, je pense c'est le sud-est asiatique et des pays comme le Vietnam serait un excellent benchmark par rapport à nos opérateurs économiques et par rapport à tout ce qu'on peut faire, euh, je dirais, aussi bien en tant qu'acteur public ou privé. Le Vietnam, un pays qui sortait d'une guerre en 75, s'est vu en moins de 50 ans aujourd'hui avec une démographie intéressante, mais des choix économiques pertinents qui ont fait de ce pays, je dirais, une terre de prospérité, a beaucoup de champions économiques, notamment dans la nouvelle économie, c'est-à-dire dans le numérique. Et quand on regarde un peu ce qui a été fait, ben, on reprend, je dirais, le framework dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que c'est d'abord une volonté de l'État, et ça peut pas venir comme ça, de manière aléatoire, et ensuite une organisation, une structuration des filières porteuses, et derrière laquelle on construit, on anime, on accompagne des opérateurs, pour certains deviennent des opérateurs mondiaux. Donc moi, si je devais proposer un benchmark, c'est celui du Vietnam, pour l'ensemble de nos économies africaines. Le Vietnam, donc, qui est vu comme un exemple. Alors, Julien Wagner, quel autre exemple peut servir d'exemple pour l'Afrique, ou en tout cas de référence? Peut-être justement, on pourrait servir de contre-exemple pour essayer de voir comment améliorer les choses. Je parlais notamment de ces très grandes entreprises qui trustent le classement depuis très longtemps. La Sonatrach en Algérie, Sonangol en Angola, qui sont ou la NNPC au Nigeria, qui sont des entreprises publiques qui exploitent les ressources des pays en question, mais qui n'ont pas réussi à entraîner dans leur sillage une véritable transformation économique, une création de valeur ajoutée derrière elles, comme l'ont fait d'autres entreprises. Là, je reprends l'exemple, par exemple, que vous avez cité vous-même, celui d'OCP. OCP est certes une entreprise publique qui exploite des ressources de phosphate qui sont quasiment uniques au monde, au Maroc, en termes de réserves. Néanmoins, avant que M. Terrab ne reprenne
cette entreprise, on peut dire qu'elle vivotait, qu'elle ne faisait pas de transformation locale, qu'elle n'était d'une certaine façon une forme de rente. Elle utilisait une forme de rente comme le font les entreprises que j'ai citées auparavant. Pour entraîner derrière soi tout un écosystème, pour développer des technologies, pour créer de la valeur au niveau local, attirer des compétences et des ressources humaines venues de l'étranger ou de la diaspora, cette entreprise a opéré une transformation stratégique en prenant des risques également, notamment dans la transformation locale, en investissant, en nouant des partenariats comme, avec des entreprises étrangères. On a parlé des multinationales, c'est ce qu'a fait OCP avec une grande multinationale internationale pour créer GESA Group, par exemple. Cet exemple-là, il faudrait pouvoir le répéter afin que de grandes entreprises, pas seulement publiques, hein, mais là, en l'occurrence, des entreprises publiques, entraînent dans leur sillage tout un écosystème. Je vais vous donner un autre exemple qui, pour moi, que tout le monde connaît et qui est évidemment symbolique de des succès du continent africain, c'est celui d'Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines, c'est un très grand champion africain qui ne s'est pas reposé sur son laurier. Il n'a pas de ressources, l'Éthiopie n'avait pas de ressources particulières pétrolières comme peut en avoir le Nigeria ou l'Algérie. Ils ont une vision en prenant en compte quels étaient leurs avantages stratégiques, en l'occurrence un avantage géographique, celui de l'Éthiopie, en décidant d'en faire un carrefour entre l'Orient et l'Afrique, et d'en faire un hub aéroportuaire. Ethiopian Airlines a été la traduction de cette stratégie et qui est devenu aujourd'hui un grand champion qui crée évidemment énormément d'emplois en Éthiopie et qui continue de progresser année en année dans notre classement des champions africains. C'est une très grande réussite africaine. C'est des bons exemples. Je citais des mauvais exemples précédemment, mais on n'est jamais très loin de pouvoir tourner un mauvais exemple en bon exemple. La LPC ou la Sonatrach ou Sonangol pourraient changer de management, pourraient changer de stratégie ou de politique d'investissement et devenir des champions qui entraînent, comme ceux que j'ai cités précédemment, dans leur sillage toute une économie. En tout cas, il faut le souhaiter. En tout cas, il y a les exemples, donc ne manquent pas au niveau déjà africain avant d'aller voir ailleurs. Alors, Abdelmounaïm Fawzi, assez rapidement, c'est un mot d'espoir par rapport aux perspectives d'avenir. Comment voyez-vous évoluer les champions africains, ou en tout cas les PME, PMI, qui sont votre cible, en tout cas pour vous? Comment voyez-vous ces PME, PMI évoluer peut-être jusqu'à elles aussi grandir prochainement? En fait, aujourd'hui, quand même, nous avons la chance d'être dans un continent qui est plein de promesses, aussi bien sur le plan des dividendes démographiques, que ce soit sur le plan je dirais, de la géopolitique mondiale, mais aussi par rapport à l'investissement massif des États dans les infrastructures et une stabilité de plus en plus acquise à l'échelle des différentes zones économiques africaines. Donc, l'acteur économique, qu'il soit PME ou autre, naviguant dans cet environnement, ne peut que se réjouir, je dirais, des conditions favorables pour se développer. Et l'avenir du monde est en Afrique. Et les acteurs économiques ont cette chance, je dirais même cette responsabilité de traduire ça en réussite et en success story économique. Donc l'environnement des affaires se développe, le marché s'agrandit et il y a de plus en plus de consommateurs avec des moyens. Il y a de plus en plus une urbanisation importante avec des villes de plusieurs dizaines de millions. Et tout ça appelle à, je dirais, à des services, appelle
je dirais, à des interventions je dirais, dans les aménagements des territoires, dans les solutions personnelles. Et puis, quand on voit aussi pays par pays, effectivement, il y a des différences, mais si je prends les grands pays aujourd'hui, on sent clairement une dynamique extraordinaire de cette jeunesse innovante et qui est totalement je dirais, dans l'économie d'aujourd'hui, dans l'économie numérique. Merci. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Merci à Abdelmounaïm Fawzi, président de la Chambre africaine de commerce et de services, qui nous parlait depuis Casablanca. Merci également à Julien Wagner, journaliste à Jeune Afrique et qui édite, qui pilote donc l'édition du Top 500 africain qui paraît donc annuellement depuis 27 ans. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation dans Éco-Débat. Ce fut un plaisir et on espère vous retrouver très prochainement. Merci également à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.medientv.com. Bonne suite de programme sur Médien TV.